Il y a des histoires qui commencent comme un murmure dans une église et qui finissent par changer la manière dont des vies entières croisent le pardon. Qui aurait cru que le regard d'un adolescent sur le Saint-Sacrement, la curiosité d'un garçon discret et la brûlure d'un récit ancien pourraient se rejoindre pour bouleverser une communauté? Si tu veux rester jusqu'à la fin de ce récit, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Chaque histoire que nous partageons cherche à nous rappeler que le cœur de Dieu travaille là où nous n'oserons pas regarder. Like si cette histoire te touche et partage-la pour qu'un autre entende ce que le pardon peut faire. Carlo marchait souvent seul après les cours, tenant entre ses doigts la petite boîte de chapelet que sa mère lui avait donnée. Il n'était pas grand, mais quelque chose en lui dégageait une paix peu commune. Les professeurs murmuraient qu'il avait une intelligence vive pour les choses de l'Église. Ses amis disaient qu'il avait un rire simple et franc. Ce qui étonnait ceux qui le côtoyaient était surtout la manière dont il regardait l'Eucharistie, comme si, en la contemplant, il comprenait une langue secrète. La ville où vivait Carlo avait ses quartiers lumineux et ses zones d'ombre. Dans une rue avalée par les affiches délavées et le souffle chaud des ventilateurs, on trouvait un marché de seconde main où la vie se marchandait à petit prix. C'est là, un soir de fin d'été, que ses pas le menèrent plus loin que d'habitude. Il n'avait pas prévu de rester. Un étal de vinyle, le parfum sucré d'une crêpe, des voix qui s'élevaient en ragots. Et puis, au coin d'une allée, une jeune femme attira son regard. Elle tenait une poche usée, ses cheveux semblaient abîmés par un soleil trop vif, et ses yeux portaient une fatigue vieille comme quelqu'un qui a trop appris à se protéger. Il l'apprit plus tard sous le nom qu'elle avait à présent, Myriam, mais son cœur se rappela chaque détail, comme si c'était une carte. La marque sur le poignet, le tremblement quand elle riait, la façon dont elle cachait ses doigts quand la pluie commençait. Elle n'ouvrit pas son histoire au premier abord. Les secondes sont souvent timides, bien moins audacieuses que les vies qu'elles recouvrent. Carlo revint plusieurs fois au marché. À chacune de ses visites, il cherchait une petite lumière, une main qu'elle laissait traîner sur un étal, un sourire volé. Il écouta d'abord, puis proposa un café, puis offrit un panini que Myriam refusa d'abord avant d'accepter comme on accepte un traité fragile. Ce qui l'unissait à Carlo, n'était pas d'abord la solution. C'était un élan compassionnel et une conviction née d'un livre que le jeune homme ne quittait jamais, la Bible. Carlo avait récemment lu la parole d'un prophète ancien, un passage qui lui brûlait la poitrine, l'histoire d'un homme qui avait reçu de Dieu un ordre singulier, épouser une femme au chemin brisé. Ce prophète s'appelait Guidulir, épouser une femme au chemin brisé. Il avait compris que la rançon ne guérit pas les blessures en un instant, mais qu'elle permet de recréer des possibilités. Le souci du prophète était que la relation entre le Créateur et la créature soit retrouvée, que l'humanité cesse d'être traitée comme marchandise et retrouve son visage. Carlo vit que la même logique valait pour Myriam, pour la ville, pour lui-même. Aimer ainsi signifie payer le prix. Parfois, le prix est en argent, parfois il est en renoncement à sa réputation, parfois il est en patience qui ne se retire pas à la première blessure. Il y eut évidemment des résistances. Certains raillèrent l'initiative de Carlo, d'autres lui demandèrent pourquoi il se mêlait d'une histoire si complexe. « Pourquoi te donner à ceux qui t'ont blessé ?» lui dit un jeune du quartier. Carlo répondit sans indignation, « Parce que j'ai appris que Dieu nous a aimés le premier, et que recevoir cet amour demande d'apprendre à le donner. » La réponse était simple. Elle n'était toutefois pas une solution facile aux objections humaines. La transformation de Myriam fut aussi intérieure. Elle lut, sous la suggestion de Carlo, les passages où le prophète annonce que l'Éternel appelle à la repentance, mais qu'il promet aussi un retour possible. Parfois, les textes bibliques étaient pour elle des portes qui s'ouvraient sur un langage nouveau, des phrases qui ne jugeaient pas d'emblée, des paroles qui proposaient une dignité. Elle comprit que la honte qu'elle portait n'était pas une sentence irrémédiable. Elle rencontra dans la communauté des personnes pour qui la miséricorde était une chose ordinaire, pas un exploit. Ce changement fit basculer son regard sur elle-même. À la fin de l'hiver, la paroisse organisa un repas communautaire. On apporta des plats, on alluma des bougies, on posa des nappes même usées sur les tables.
Myriam vint, portant un plat que quelqu'un lui avait appris à cuire. Elle parla, lentement, avec un humour qui trahissait l'effort de dire des choses simples. Les visages autour d'elle ne la réduisirent plus à son passé. Elle fut reconnue. Carlo la regarda avec une sorte de bonheur grave, conscient que le geste d'amour quotidien avait infusé sa vie et transformé celle de l'autre. Le geste christologique de l'histoire fut souligné dans la prédication que Carlo proposa lors d'une veillée de jeûne. Il ne fit pas de leçon magistrale, il témoigna. Il parla d'Osée, du marché, de la rançon, puis de Myriam. Il expliqua que le geste prophétique n'est pas seulement un fait historique, mais une invitation à reconnaître que toute personne est aimée d'un amour qui achète la liberté. Il rappela que le Christ a accompli ce geste ultime, payé pour libérer l'humanité, et que nous sommes appelés à vivre selon ce modèle. Il posa ensuite une question directe à l'Assemblée. Qui, dans votre vie, porte aujourd'hui le poids d'une défaite qui mérite d'être rachetée par la sollicitude concrète d'un frère ou d'une sœur? Ce fut un appel discret, mais puissant. Beaucoup en sortirent transformés, non pas par un coup de théâtre, mais par la décision de tendre la main. L'épilogue, si l'on peut user de ce mot, porta sur la manière dont un petit geste peut produire des ondes. Myriam reprit des études modestes. Elle travailla avec constance, trouva un emploi stable et participa aux rencontres de la paroisse où, parfois, elle parlait avec une franchise qui touchait. Carlo continua sa route, il étudia, resta proche de l'Eucharistie et de la prière, et ses gestes restèrent simples. Le plus remarquable fut peut-être le réseau qui s'était constitué autour d'eux, voisins, jeunes, retraités, tous animés par la conviction que l'amour miséricordieux était une pratique, pas seulement une belle idée. Ce récit, qui prend le détour d'une rencontre particulière, nous renvoie à une certitude théologique. Le prix du rachat a un visage. Osée, dans le temps ancien, fut l'image d'un Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Carlo, dans notre temps, fut une réponse incarnée qui montra que l'exigence du prophète conserve sa force. L'amour véritable ne domine pas, il libère. Il ne calcule pas pour humilier, il paie pour redonner la dignité. Et toi, qui lis ou écoutes ces lignes, quelle est la personne que tu pourrais rejoindre aujourd'hui par un geste concret? Peut-être qu'il ne s'agira pas de payer une rançon au sens littéral, mais d'offrir du temps, de l'écoute, une parole qui soutient, la présence silencieuse qui ne conditionne pas l'aide. L'invitation n'est pas à la performance héroïque, mais à la fidélité quotidienne. Si ce récit t'a touché, prends un instant pour le partager. Quelqu'un que tu connais peut avoir besoin d'entendre qu'on peut être pris, aimé et rendu libre. Commente ce qui te parle le plus. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres messages qui lient l'écriture aux gestes d'aujourd'hui et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, faisons en sorte que ces histoires réveillent en nous une âme prête à payer le prix de la réconciliation. Que cette histoire te rappelle que la miséricorde a toujours un visage humain et que souvent le courage de l'un devient la liberté de l'autre. Au printemps suivant, la lumière sembla renouveler les choses. Les feuilles revenaient aux arbres de la petite rue qui menait à l'église, le vent portait encore des traces d'hiver, mais les cafés s'ouvraient plus tôt. Et la paroisse multipliait ses rencontres pratiques. Ateliers, distribution de vêtements, soirées où l'on apprenait à écrire un CV ou à tenir un budget. Rien de spectaculaire, juste des salles où l'on parlait, où l'on cuisinait ensemble, où l'on apprenait à faire durer ce que l'on possédait plutôt qu'en chercher toujours davantage. Myriam se retrouva à l'une de ces tables, non plus seulement comme invitée, mais comme animatrice. Elle apportait la recette qui lui avait été donnée et la racontait comme on confie un secret. Elle montrait la bonne façon de pétrir, comment sentir la pâte et lui donner du temps. Les mains qui avaient longtemps tremblé prirent de l'assurance. Des rires naquirent, petits et inattendus, quand une boule de pain refusait de rester ronde. À mesure que la table travaillait, les visages se calmèrent. Il y avait dans l'apprentissage un pouvoir de guérison, parce que l'on se découvrait capable de donner et non seulement de recevoir.
Un soir, après l'atelier, un homme entra dans la salle avec la mine de celui qui porte trop de nuit sur ses épaules. Il s'appelait Malik. Il avait perdu un contrat, dit qu'il n'osait pas en parler à sa famille, craignait la honte plus que la pauvreté. On aurait cru voir le même regard que Myriam portait autrefois, la peur d'être regardé seulement par son échec. Il s'assit au fond, écouta sans rien dire, puis resta quand tout le monde rangea. Myriam le rejoignit. Ils parlèrent longtemps, à voix basse, comme on parle quand on sait que la conversation peut changer une route. Ce qui arriva ensuite fut simple et déterminé. La paroisse organisa une collecte discrète. Quelques heures de travail offertes par les uns, des enveloppes anonymes glissées dans une boîte fermée, une proposition concrète d'aide pour reprendre pied. On n'exposa pas la misère de Malik à la lumière crue d'une annonce, on la prit dans la douceur d'un geste partagé. Carlo, qui n'aimait pas les grandes déclarations, fit en sorte que la communauté offre ce qu'elle pouvait, heures, compétences, paroles, et non seulement de l'argent. Celui-ci servit surtout de pont pour régler une facture urgente et permettre le temps nécessaire à une recherche d'emploi maintenue. Le plus remarquable n'était pas seulement l'aide matérielle, mais la manière dont l'aide fut offerte, sans jugement, sans récit qui humilie. Malik retrouva un toit moins incertain, mais ce qui le sauva vraiment fut la reconnaissance de sa dignité par d'autres hommes et femmes qui avaient décidé de ne pas le ramener à son erreur. Il travailla plus tard dans une petite entreprise où il fut formé par un voisin. Il revint à la paroisse quelques mois après, apportant un gâteau et un sourire maladroit, comme on rapporte un trésor. Il n'était pas rendu à une gloire nouvelle, il était rendu à sa place parmi les vivants. Myriam, elle aussi, devint à son tour ressource pour d'autres. Une jeune mère, Lila, frappa à la porte un matin, le visage marqué par la fatigue et la peur d'être seule. Elle avait besoin d'un mot de chaleur, d'une personne qui l'aide à organiser la journée. Myriam s'assit à côté d'elle, partagea ses recettes, ses conseils et plus que tout, une présence qui ne cherchait pas à corriger instantanément ni à pointer faute. Lila put, en peu de temps, se reposer assez pour envisager de reprendre des cours du soir. Ce furent des pas de fourmi, mais des pas qui, répétés, façonnent une route. Carlo regardait ces scènes avec la prudence tranquille de celui qui sait que la grâce n'est pas un spectacle. Il continua ses études, ses heures de prière et sa présence au rite. Mais son regard changea encore. Il mesurait désormais la théologie dans la patience d'un voisin qui écoute, dans la régularité d'une personne qui vient chercher du pain pour elle-même et repart en ayant offert une consolation. Lors d'une réunion, il rappela que l'image de la rançon n'est pas seulement une image lointaine. Elle nous appelle à penser combien nous acceptons de payer en temps, en peine, en présence, pour la liberté d'un autre. La paroisse, devenue petit foyer d'initiative, apprit à célébrer les gestes modestes. On institua une journée mensuelle où l'on échangeait compétences et savoir-faire. Un charpentier réparait une chaise pendant qu'une enseignante relisait une lettre de motivation. Ces scènes, banales, avaient quelque chose d'approchant du sacrement, un moment où des vies se touchent et s'allègent. Les plus jeunes, qui avaient été touchés par la prédication de Carlo, commencèrent à fréquenter plus souvent les activités. Certains dirent qu'ils avaient compris, non par des leçons, mais par l'exemple, que la justice peut se nommer miséricorde active. Il arrivait parfois qu'un conflit interne vienne troubler la douceur. Jalousie, dispute sur la meilleure façon d'aider, maladresse. Mais la pratique instaurée, parler, écouter, revenir vers l'autre, permit de traverser ces écueils sans rompre la trame. Les gestes de rédemption n'étaient pas parfaits. Ils étaient humains, entachés d'erreurs, mais tenus par une volonté renouvelée. Ainsi, la communauté apprit peu à peu que le prix du rachat ne réside pas dans la perfection du geste, mais dans sa constance.
Et dans les rues, au retour d'une veillée ou d'un atelier, on croisait des visages entretenus par ces petites réparations. Une mère qui dormait mieux, un homme qui reprenait confiance, des enfants qui ne voyaient plus leur mère uniquement à travers un passé. Ce réseau ne fit pas d'éclat, il produisit plutôt une série de stabilités. On pourrait dire que la rançon dans ce récit contemporain prit la forme d'un amour qui s'organise, qui met en commun du temps, de l'écoute et quelques ressources. Non pas pour reléguer la dette dans un oubli honteux, mais pour rendre à chacun sa capacité de marcher droit. La question posée par Carlo resta pourtant ouverte et exigeante. Qui, autour de toi, attend ce geste patient ? Qui, aujourd'hui, porte une défaite que tu pourrais aider à transformer en marche? Il ne s'agit pas de prouesse, mais de fidélité. Les vies se rachètent au compte-gouttes, par la somme des attentions offertes sans spectacle. Comme la pâte levée sous la chaleur d'un four, la liberté reprend forme à partir d'ingrédients simples et d'un temps donné. La saison avançait. Un soir, la paroisse ferma ses portes après une distribution de repas. Les derniers restes furent partagés entre voisins. Myriam, qui avait fait la vaisselle, s'arrêta un instant à la porte, regarda la rue et sourit sans bruit. Carlo passa à côté d'elle, posa la main sur son épaule et dit « Continuons ». Le mot était léger, mais on sentait le poids d'une mission rendue quotidienne. Ils rentrèrent, chacun avec la certitude tranquille que la liberté qu'ils aidaient à financer se manifestait surtout dans le visage apaisé de ceux qui avaient enfin été regardés. Le matin suivant, la lumière froide glissait sur les vitres, dessinant des raies argentées sur les tables encore humides de la veille. Les nappes furent repliées, les restes rangés, le four avait refroidi, mais son odeur flottait encore, mémoire discrète d'un travail rendu commun. Myriam alla au placard, sortit quelques couvertures qu'on avait reçues d'un donateur anonyme, puis fit le tour des lieux comme on vérifie une maison qu'on aime, porte par porte, regard par regard. Lila arriva tôt, un sac de fournitures sous le bras, le visage déjà moins tendu. Elle parlait bas, comme à elle-même, mais ses mains trouvaient leur place pour plier, empiler, organiser. Elle avait accepté la proposition de suivre des cours du soir. Il y avait dans ce choix une légère peur, mais aussi une curiosité que les autres reconnaissaient. Paolo, le charpentier, posa une tasse de café devant elle et fit un signe qui valait encouragement sans phrase. Ces petits gestes si simples tissaient une assurance qui finissait par ressembler à la confiance. On frappa à la porte de l'arrière-salle. Antoine, un retraité au regard farouche, tenant un petit panier. Il n'aimait pas venir au centre, sa dignité le tenait souvent à distance. Mais la pluie de la veille avait percé son toit depuis des années et la fuite devenait maintenant impossible à ignorer. On connaissait Antoine, il se montrait brusque, ironique parfois, mais son silence avait souvent la profondeur d'une blessure. Myriam posa la main sur son bras sans dipper mot et l'invita à s'asseoir. Quelques voisins se mirent à parler de réparations possibles, d'un toit temporaire, d'un plan qui n'exigeait pas de lui une humiliation publique, mais une participation fraternelle. Carlo arriva après la prière du matin, plus alerte qu'à l'habitude, porteur d'une idée qui lui pesait depuis quelques semaines. Il proposa d'ouvrir la salle commune tous les soirs d'hiver pour ceux qui n'y trouvaient pas de refuge. Pas comme un refuge organisé à la hâte, mais comme un espace où l'on dormirait côte à côte, chacun gardant sa dignité. Il savait que cela demanderait des horaires, des tours de veille, des fonds pour le chauffage. Il savait aussi que cela demanderait patience et règles simples, acceptées par tous. La proposition provoqua des murmures, certains craignaient la charge, d'autres l'exposition, d'autres encore la fatigue. Pourtant, à mesure que l'on parlait, la peur se muait en plan. Qui amènerait des couvertures ce soir? Qui veillerait à la cuisine? Qui tiendrait la liste des présents? Ce fut Matteo, un adolescent qui avait commencé à fréquenter les ateliers, qui leva la main. Sa voix était encore adolescente, hésitante, mais ferme. Il se souvenait de la nuit où sa propre mère n'avait rien à offrir, et il voulait rendre ce qu'on lui avait donné sans fanfare. À sa proposition de coordonner les jeunes pour la logistique, plusieurs acceptèrent.
Les jeunes, qui avaient d'abord écouté Carlo comme on écoute une légende, trouvaient maintenant des manières concrètes de participer. Leur présence transforma la charge en espérance. Ils porteraient des couvertures, feraient la soupe, apporteraient des jeux pour les enfants afin que les familles puissent se reposer. Il fallut décider de la manière de faire confiance sans s'exposer à l'épuisement. Myriam proposa une règle simple, une permanence de 2 heures par personne, récurrente mais courte. La règle permit d'installer une constance qui ne broyait pas l'engagement individuel. Carlo insista pour que l'on garde un moment calme, à la tombée du jour, où l'on prendrait des nouvelles de chacun. Pas de contrôle, mais de l'écoute. Le mot « écoute » revenait comme un refrain communal, signe que l'on avait compris la leçon posée auparavant. La rançon dont il parlait ne se payait pas en gestes héroïques, mais en rendez-vous répétitifs. La première soirée d'ouverture se passa sans gloire ni incident majeur. 2 familles s'installèrent, un homme dormit sur un des bancs recouvert d'une vieille couverture, une mère alla s'étendre quelques heures pendant que ses enfants jouaient près du poêle. Des conversations basses surgirent, des souvenirs, des peines, des projets timides. À un moment, un lit de fortune craqua et fit naître un rire partagé, comme si l'éclat du rire était une petite victoire sur la fatigue. Myriam restait disponible, passant d'un groupe à l'autre, recueillant une phrase, une plainte, un remerciement. Carlo, debout à l'écart, observait sans juger, saisissant les formes que prenait la compassion réellement vécue. Les tensions ne disparurent pas. Une dispute éclata sur la manière de placer les couvertures. Certains pensaient d'abord aux dames seules, d'autres aux familles, et la querelle, bientôt, menaçait d'occuper la soirée. Mais la règle des 2 heures permit à la souffrance de s'exprimer sans que la structure entière soit ébranlée. Paolo, qui n'aimait pas les mots longs, s'approcha et proposa d'installer un tableau où chacun noterait ses besoins et ses disponibilités. La simplicité de la proposition désarma la dispute. On apprit encore une fois à parler en précisant, à écouter sans juger, à revenir sur ses réactions. Le conflit, traversé avec patience, devint une occasion de mieux définir les priorités communes. À la fin de la nuit, lorsque les derniers gestes furent posés, la rue sembla plus calme. Esta é la conclusão. Aumente a emoção para o nível máximo, mantenha a potência e termine com uma pausa solene e impactante. La paroisse fermait ses portes sur des sacs vides et des cœurs moins lourds. Carlo prit le temps de dire quelques mots à ceux qui restaient, non pas une leçon, mais un remerciement pour la confiance offerte. Il y avait dans ces phrases la reconnaissance d'une fragilité partagée. Myriam rangeait la dernière tasse. Lila, qui avait veillé un moment, accepta l'offre d'une autre mère de garder ses enfants le lendemain pour qu'elle puisse suivre son premier cours. Antoine passa à la porte, posa un regard qui n'était plus tout à fait fermé et dit « Merci ». Le mot était bref, mais vrai. Ils se séparèrent dans le froid du petit matin, chacun emportant la certitude que la route serait longue et qu'elle demanderait encore des pas de fourmis. Mais ces pas, désormais, se priaient moins qu'ils ne se posaient les uns devant les autres. Le service quotidien se donnait non comme une corvée sacrificielle, mais comme un rendez-vous. Quelques heures données, quelques mains qui se tendent, un visage qui observe et qui répond. Et tandis que la paroisse refermait ses portes, une impression douce restait. Il y avait là, dans le simple office du partage, une transformation lente, mais réelle.